Bienvenue sur Les Échos Partenariats. Nous allons parler aujourd'hui avec Antoine Bozio, directeur de l'Institut des politiques publiques, des problématiques de retraite en France et en Europe. Antoine Bozio, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Les Échos Partenaires. Vous êtes directeur de l'Institut des politiques publiques à l'École d'économie de Paris et vous avez publié un certain nombre de travaux importants et de références qui font référence sur les problématiques et les systèmes de retraite. La retraite, c'est un problème, c'est une équation assez compliquée parce qu'il y a de moins en moins d'actifs par retraité. Et puis, il y a de plus en plus, forcément, a fortiori, de déficits et de besoins de financement. Donc, l'équation est assez complexe. L'équation apparaît comme assez complexe, mais en fait, le problème est assez simple. Il faut un certain nombre de cotisants qui sont, pendant leur période d'activité, qui financent la retraite des personnes qui sont en âge de profiter de cette retraite. Et donc, s'il y a un déséquilibre entre les recettes et donc ces dépenses, c'est là d'où vient le problème. Une fois qu'on a dit ce problème assez simple, il faut essayer d'en retrouver les causes. Pourquoi on parle du problème des retraites? Il y a deux sources fondamentales. La première, c'est en fait une très bonne nouvelle, c'est l'espérance de vie augmente. Les causes sont très positives en fait. C'est très positif. La conséquence est négative, mais les causes sont positives. Et on vit plus longtemps, pas simplement parce qu'il y a une baisse de la mortalité infantile ou la mortalité au jeune âge, qui était le cas jusque dans les années 70, mais à partir des années 70, on voit l'espérance de vie à 60 ans, donc à l'âge d'être possiblement en retraite, qui augmente. Qui se traduit mécaniquement par l'espérance de vie en retraite qui augmente. Et donc la durée en retraite augmente, et donc le nombre de retraités augmente par ce biais-là. Donc c'est une cause structurelle très positive. C'est une cause structurelle qui est très lente comme évolution, mais qui est possiblement très durable, parce qu'elle a peu de chances, on va dire, d'aller dans le sens contraire. Et de façon complémentaire, il y a aussi une cause, une raison qui elle est conjoncturelle, mais très positive. Donc, la génération des baby-boomers. C'est la génération des baby-boomers. Alors, c'est assez différent comme situation, c'est-à-dire que les générations qui sont nées dans l'après-guerre entre 1945 et le milieu des années 60 sont plus nombreuses, à la fois la génération de leurs parents et la génération de leurs enfants. Et donc, cette génération-là arrive à la retraite, commence à arriver à la retraite dans les années 2006, et puis jusque des années 2030, on va avoir ces générations-là en retraite, et donc faire en sorte que le ratio entre retraités et cotisants est de façon temporaire déséquilibré en faveur du nombre de retraités. Alors c'est temporaire, mais c'est quand même long, parce que c'est 2030, c'est pas demain. Et puis on va pas revenir à la situation antérieure. Pourquoi? Parce que dans le même temps, l'espérance de vie augmente. Donc en fait, c'est un changement. C'est une accélération avec l'arrivée des générations de baby-boom du fait sous-jacent plus long qui est l'augmentation de l'espérance de vie. D'accord. Alors vous étudiez les réformes depuis celle de Balladur 93 notamment. Vous avez étudié toutes les réformes et il y en a eu récemment, 2010, 2013, deux gouvernements différents. Est-ce qu'elles peuvent préserver, elles sont utiles, suffisantes pour préserver le système par répartition, sachant qu'elles ont contribué à augmenter l'âge de départ à la retraite pour essayer de combler le besoin de financement qui est de l'ordre de 15 milliards d'euros actuellement et qui serait d'environ 20,8 milliards d'euros selon le Conseil d'orientation des retraites en 2021. Alors, 2020, pardon. Les différentes réformes des retraites qui ont été... Donc en France, on a commencé à faire des réformes de retraite plutôt plus tard que dans la plupart des autres pays développés. En les années 93, donc on a la première réforme, qui est au départ une réforme qui apparaît comme assez modeste dans son ampleur, mais qui, parce qu'elle va désindexer à la fois les pensions et les salaires portés au compte, va en fait finalement avoir un impact très fort sur le taux de remplacement à long terme du niveau des retraites. Puis après, on a eu la réforme de 2003, la réforme Fillon. Forte de réforme qui a touché principalement le secteur public, mais aussi le secteur privé. Puis ensuite, la réforme de 2010, puis la réforme de 2013. On voit presque une accélération du nombre de réformes. Alors, toutes ces réformes... Ça fait beaucoup de réformes. Ça fait beaucoup de réformes parce qu'on a choisi un mode de réforme qu'on appelle souvent dit paramétrique. On garde... Vous savez que notre système est très compliqué, on a 35 régimes de retraite, dans chacun des régimes des règles différentes, des paramètres différents, et donc on a choisi à chaque fois de modifier les paramètres en disant augmentons la durée requise de cotisation, modifions le calcul du salaire de référence, modifions l'âge légal pour obtenir, pour avoir le droit de partir, l'âge d'annulation de la décote, modifions la décote. On a tendance à complexifier le système on a essayé de faire au fur et à mesure des réformes, à essayer d'inciter au report d'activité, donc le report de départ en retraite, mais en le faisant à chaque fois par petites touches, pas forcément en essayant de redonner la cohérence à l'ensemble. Donc aujourd'hui,
beaucoup de salariés, beaucoup de Français ont l'impression qu'on a un système qui est très peu lisible. C'est effectivement très compliqué de savoir, de se retrouver sur ses droits. Ces droits changent souvent, de plus en plus souvent au fil des réformes. Et donc, il y a un sentiment, alors même que la retraite par répartition devrait donner des garanties, donner l'impression qu'on peut vous garantir un certain niveau de retraite quand vous allez être face à ce choix de partir ou non en retraite, on a au contraire le sentiment qu'on ne sait pas quels sont les droits auxquels on est susceptible d'avoir lorsque on pourra partir, et d'autant plus dans les plus jeunes générations qui ont l'impression que peut-être même que leurs droits seront inexistants. Il y a un problème de lisibilité. Mais les solutions, c'est les réformes, c'est aussi cotiser plus en soi et dans la durée et travailler plus longtemps. C'est l'une des solutions. Il y a vraiment je dirais entre guillemets des solutions, parce que il y a trois options vraiment. Soit on travaille plus longtemps et donc du coup ça a un impact directement sur le nombre de retraités et le nombre d'actifs. Soit on décide de cotiser plus. Ce qui veut dire que notre salaire net sera plus faible parce que ce sera des cotisations qui, à la fin, vont peser sur les salariés, in fine. Soit on décide d'avoir des retraites plus faibles. Oui, mais ça peut être la conjonction des trois. Ça peut être la conjonction des trois. Souvent, on dit, ça sera forcément la conjonction des trois. Mais ce qui est vrai, c'est que comme en France, on a pendant très longtemps plutôt utilisé des dispositifs qui incitaient au départ anticipé, des pré-retraites. On est plutôt eu un point où l'âge de départ effectif était relativement bas. Et donc, était la plus grande marge de manœuvre, c'était de remonter ce qui s'est commencé à se faire avec les réformes. On voit l'âge effectif de départ en retraite qui a augmenté depuis le milieu des années 90, progressivement. Il reste inférieur à beaucoup de nos pays voisins. Mais donc ça donne une marge où à la fin permet finalement d'avoir un double effet, parce que pas simplement sur des recettes supplémentaires, aussi sur les dépenses. Donc c'est probablement la marge qui sera l'utiliser la plus naturellement par... D'accord. Alors vous parlez de complexité, il y a une telle difficulté à maîtriser la chose. Est-ce que c'est lisible? Est-ce que les salariés ou les jeunes, on parle d'un projet de compte retraite unique, est-ce qu'ils ont une lisibilité de ce qu'ils vont avoir, de leurs droits acquis, de ce qu'ils vont toucher? Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une absence de lisibilité des droits à la retraite. Et c'est vraiment problématique à plusieurs titres. C'est problématique au premier titre parce que les décideurs publics n'ont pas une bonne lisibilité de l'impact eux-mêmes de l'impact des mesures qu'ils prennent lorsqu'ils réforment tel et tel, ils modifient tel et tel paramètre. C'est un problème démocratique parce que c'est vraiment pas... Et c'est un problème d'efficacité parce qu'on ne fait pas forcément les bons choix en connaissance de cause. Le deuxième problème, c'est que les salariés, pour leur choix de départ en retraite, ont beaucoup de mal à savoir quels sont les droits qu'ils acquièrent, quels sont les droits qu'ils ont et quels seraient leurs droits à la retraite s'ils repoussaient d'1 an, 2 ans, s'ils cumulaient avec un emploi. Souvent, on a besoin pratiquement d'une expertise pour savoir quelles sont la situation. Le troisième élément, c'est que les plus jeunes, lorsqu'ils cotisent pour leur retraite, et ils cotisent en France des montants très importants. Ça représente plus de 25% du salaire brut pour un salarié dans le privé de cotisation retraite. Ces cotisations, souvent, elles sont perçues comme des impôts, comme si c'était des prélèvements qui partent dans la nature. Parce qu'elle n'est pas lisible. Parce qu'elle n'est pas lisible. Mais ce ne sont pas des prélèvements comme les autres. Ils servent à accumuler des droits. Ces droits, ils sont qu'on n'arrive pas à identifier. Qu'on n'arrive pas à identifier. Donc il y a vraiment quelque chose là qui me semble très important dans ces trois éléments, de redonner la lisibilité à notre système pour faire en sorte que les choix démocratiques soient faits en connaissance de cause, que les choix de départ en retraite soient faits avec la meilleure information possible, et aussi que les salariés qui cotisent pour la retraite se rendent compte de l'importance de ces droits. On a un système qui est contributif très largement, et ça fait partie du modèle l'accumulation de ces droits retraite, on ne peut pas simplement les mettre de côté et ne pas s'en rendre compte. Parce que ça fait partie du modèle et du pacte républicain, sinon il peut y avoir un dérapage, les salariés qui pourraient, ou les jeunes qui pourraient à terme vouloir ne plus payer ou moins payer parce qu'ils pensent que les pensions vont baisser et que les cotisations vont augmenter. Dans un système en répartition, ça repose quand même sur la confiance que le financement aujourd'hui des jeunes générations pour la retraite des retraités actuels n'est pas un jeu qui va se perpétuer, et donc les plus jeunes générations vont continuer à financer. Et le système peut très bien fonctionner d'une façon sur le très long terme. Il n'y a pas de problème intrinsèque dans le système par répartition. Simplement, ça repose sur la confiance et la lisibilité que lorsqu'on finance des cotisations au jour d'aujourd'hui, on acquiert des droits pour plus tard, et ces droits seront respectés et honorés.
Donc vous, vos travaux à l'Institut des politiques publiques, c'est d'essayer de remettre à plat tous les différents modes de calcul des différents régimes de retraite, tellement ils sont complexes et peut-être indéchiffrables. Et ça fait partie de vos travaux actuels. Donc, dans nos travaux, ce qu'on essaye d'avoir comme objectif, c'est de se donner comment on peut essayer de réformer, pas simplement le système de retraite au vu de faire un équilibre comptable le plus rapide possible, mais essayer de lui redonner de la cohérence sur le long terme, en termes de lisibilité, en termes de soutenabilité, et pour faire en sorte que les salariés, lorsqu'ils comprennent le fait qu'ils cotisent à des droits qui seront honorés. Donc on essaye de travailler sur des formules, donc c'est pas vraiment changer de système, c'est simplement arriver à calculer la pension d'une certaine façon où on comprenne bien que chaque fois que vous cotisez au vu de la retraite, vous pouvez acquérir des droits, et ces droits, on peut vous dire aujourd'hui qu'elles ont une relative fiabilité, vous donnez des droits à la retraite. Donc vous êtes ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. De définir un nouveau modèle de système de calcul de retraite. Exactement. Donc on s'inspire de ce qui s'est fait dans différents pays. On essaie de l'adapter au cas français. En Allemagne ou dans les pays scandinaves. Il y a l'Allemagne qui est partie d'un système à points qui est similaire au système dans les régimes complémentaires, mais qui l'a modifié pour prendre en compte l'évolution de l'espérance de vie. Ou l'autre exemple qui nous intéresse beaucoup, c'est l'exemple suédois, où ils sont partis aussi d'un système qui était assez proche d'une autre en annuité, mais essayer de l'exprimer, ce qu'on appelle les comptes dits notionnels, où chaque salarié a son compte avec les cotisations en euros qui sont accumulées, qui sont la mesure de ses droits à la retraite, et qu'on fait ensuite évoluer en fonction les droits, en fonction de l'espérance de vie par génération, ce qui permet de dire de façon assez crédible que les droits se modifient au fur et à mesure que l'espérance de vie augmente, mais de façon très doux et modéré, c'est-à-dire en fonction de l'espérance de vie. L'espérance de vie, elle augmente de façon très douce chaque année. C'est pas quelque chose où tout d'un coup on a besoin de partir 2 ans plus tard en retraite. Alors ces travaux ils sont essentiels, c'est un nouveau modèle, c'est des nouveaux algorithmes sur un sujet qui est vital pour toutes les générations. Est-ce que vous allez les communiquer dans une culture open data progressivement pour que ce soit accessible à tous? Absolument. Et peut-être sensibiliser aussi tout le monde. Absolument. L'objectif de l'Institut des politiques publiques, c'est de communiquer au grand public pour donner les outils pour essayer d'alimenter le débat au vu de ce que souhaitent vraiment les citoyens pour leur système de retraite, mais pour les autres politiques publiques aussi. Et donc, la politique d'open data est vraiment intrinsèque à la fois à nos travaux universitaires, mais aussi à cet objectif d'arriver à toucher le plus grand nombre, parce qu'au final, ce sont vraiment les Français qui pourront décider de souhaiter essayer de réformer dans ce sens pour redonner plus de cohérence à notre système de retraite. Et s'emparer du sujet qui les concerne eux, leurs aînés, leurs enfants, qu'on soit salariés ou non, et bien évidemment peut-être faire réagir les acteurs politiques pour qu'ils prennent peut-être plus la parole sur ces sujets qui sont clés. Absolument, les responsables politiques vont simplement réagir aux besoins et aux expressions de la population dans son général, donc c'est important que l'espace public s'empare de ces questions et ne les considère pas simplement comme des questions techniques ou d'experts. Ou de clivage politique. Voilà, il y a vraiment un aspect. Beaucoup de gens sont d'accord pour constater que notre système est absurdement complexe et qu'il faut arriver à progresser dans ce cadre-là. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire maintenant des progrès pour qu'on puisse s'atteler à essayer de lui donner une certaine cohérence. Et le maîtriser. Dans l'intérêt de tous, Antoine Bozio, merci beaucoup pour cette interview très intéressante sur les systèmes de retraite. À très bientôt sur les Échos partenaires. Chers internautes, merci d'avoir consulté cette interview sur les problématiques des retraites avec Antoine Bozio, directeur de l'Institut des politiques publiques. Et à très bientôt sur les Échos partenaires.